Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Olivier Ezrati, qui est consultant et auteur notamment de Comprendre l'informatique quantique. On va voir que c'est un vaste sujet qu'on va aborder dans les grandes lignes. Et puis on va commencer avec un tout petit peu d'histoire. Et d'ailleurs, je voudrais juste que tu me rassures. Les questions qu'on a apprises à l'école, la masse, position, vitesse de la physique classique, tout ça finalement n'est pas totalement remis en question par la physique quantique. Ah non, pas du tout. À l'échelle macroscopique, il n'y a rien qui est remis en question. Voilà. La physique quantique, elle concerne les particules élémentaires de toute petite taille. Donc, c'est les atomes, c'est les électrons, c'est la lumière aussi, qui se décompose en grains qu'on appelle des photons. Et la physique quantique décrit le fonctionnement de ces particules-là. Et alors, effectivement, à l'échelle nanoscopique, les fonctionnements sont un petit peu bizarres par rapport à ce qu'on vit à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire nos tables et nos chaises et nos corps, à savoir que les particules, elles ont des niveaux d'énergie qui sont bien précis, qui ne sont pas n'importe lesquels. La vitesse aussi est discrétisée, le magnétisme même est discrétisé. Et en plus, il y a un autre comportement, il y a trois comportements très mystérieux de la matière, c'est que ces particules-là, elles se comportent selon les circonstances comme des ondes qui pourraient s'additionner, se soustraire comme le son ou la lumière, mais aussi comme des particules avec une masse, une vitesse, et qui sont capables de déplacer d'autres particules si elles choquent d'autres particules. Et ça, c'est vrai aussi dans des photons que des électrons ou des atomes. Et c'est une des bizarreries du système. Alors après, c'est encore plus bizarre quand on parle de superposition des états, à savoir que ces particules-là, elles sont capables d'être à un moment donné en état superposé de plusieurs niveaux d'énergie, par exemple. Et ça, c'est lié à la dualité de particules. Alors, justement, il y a eu plusieurs découvertes qui nous permettent de mieux comprendre un petit peu ces questions de physique quantique. Donc, tu nous dis en effet que ce sont des questions à l'échelle atomique, à l'échelle de l'atome, dans l'infiniment petit, mais qui permettent évidemment, comme d'habitude, de comprendre aussi l'infiniment grand. Il y a quelques découvertes, si tu veux nous l'évoquer. Il y a notamment un fameux Thomas Young, qui n'est pas forcément hyper connu du grand public, avec une expérience que je te laisse nous évoquer, qui est intéressante sur la lumière. Alors, Thomas Young, c'était un spécialiste de la lumière, mais c'était aussi un égyptologue. Il était concurrent de Champollion pour décoder la pierre de Rosette. Il y avait plusieurs. C'est à l'époque où les scientifiques faisaient beaucoup de choses variées. Et en fait, lui, il a monté une expérience. Je crois que ça remonte à 1800 et quelques, 1806. Il a monté une expérience qui démontrait l'aspect ondulatoire de la lumière et le fait que de la lumière pouvait générer des interférences destructives ou additives en faisant passer la lumière par deux trous. La lumière du jour, il n'utilisait pas des systèmes complexes, maintenant on fait ça avec des lasers, mais à l'époque il faisait ça avec de la lumière normale, et cette lumière passant par deux trous générait un phénomène de diffraction et un phénomène d'interférence, et il se trouve que ce phénomène-là que Thomas Young a démontré avec de la lumière permettait à cette époque-là, donc il y a plus de 2 siècles, de valider le fait que la lumière était une onde. Bon, sauf qu'avec d'autres expériences qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle, donc quelques décennies plus tard, validé ensuite par des théories montées par Albert Einstein, on a démontré que la lumière était aussi faite de particules. Et me semble-t-il, c'est notamment lié à des découvertes de Max Planck et de sa fameuse théorie des quanta. Tu veux nous dire 2 mots aussi sur la théorie des quanta? Oui, alors la théorie des quanta, elle a été élaborée en 1900 par Max Planck, qui était un physicien plutôt théoricien, ce n'était pas un expérimentateur. Et cette théorie, elle visait à expliquer un phénomène qu'on avait observé bien avant, quelques dizaines d'années avant, je crois, qui était le phénomène du rayonnement du corps noir. Alors c'est un peu bizarre. Ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir, c'est le rayonnement qui est émis, par exemple, par un four qu'on chauffe, et on est capable, avec de la spectrographie, de regarder les ondes qui sont émises par le four, et on se rendait compte que la courbe d'émission des ondes est très, très particulière. Par exemple, on se rendait compte que quand on chauffait le four, la température qui était émise en spectrographie ne correspondait pas à la matière qu'il y avait dedans. C'était indépendant de la matière qu'il y avait dans le four. Et on ne savait pas expliquer la courbe du rayonnement selon les fréquences. Et il a fallu effectivement que Max Planck crée une équation qui est assez compliquée avec des E puissance quelque chose et tout, qui permettait de comprendre comment la lumière et le rayonnement électromagnétique fonctionnaient dans ce four. Et c'est là qu'il a découvert que plus la fréquence était élevée, plus il y avait d'énergie et moins il y avait de photons en fait. Alors, on ne peut pas ne pas évoquer
le chat de Schrödinger, même si J'ai horreur du chat de Schrödinger. Oui. je sais que tu préfères le moelleux au chocolat. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le point commun entre le chat de Schrödinger et le moelleux au chocolat? Oui, alors, bon, on va quand même parler du chat. Le chat de Schrödinger, c'est presque une anecdote dans l'histoire de la physique quantique. Elle est liée en fait à un papier que le physicien Erwin Schrödinger avait écrit en 1935 et qui visait à expliquer le phénomène de l'intrication. Et dans ce papier qui expliquait l'intrication, alors l'intrication c'est quoi? C'est qu'en physique quantique, on peut avoir des objets qui en gros ont un passé commun, par exemple deux photons qui ont été générés par l'excitation d'un même atome, et ces photons, ils vont avoir en gros des évolutions dans le temps qui sont corrélées, à savoir qu'en gros, c'est comme s'ils étaient des frères siamois. Et quand on mesure l'un des photons, avec un résultat d'ailleurs qui est une caractéristique, c'est que cette mesure donne un résultat aléatoire, si on mesure l'autre photon, son jumeau, ben, il va donner un résultat qui est corrélé, qui est soit le même, soit une polarisation inversée. Et donc, dans ce papier, Schrödinger décrit cette notion d'intrication. Et au milieu de son papier, il y a 9 lignes où il dit tiens, on pourrait s'amuser à faire une expérience avec un chat qu'on met dans une boîte et on met un atome de radium qui va avoir une chance sur deux de se désintégrer à partir de sa demi-vie. Ça, c'est la physique nucléaire. Hein. Et à la demi-vie, bon, on suppose qu'il est en état superposé entre désintégré et pas désintégré, ce qui d'ailleurs est un peu une vue de l'esprit en physique atomique. Si l'atome se désintègre, il va déclencher un compteur Geiger qui détecte les rayonnements issus de la radioactivité, c'est des rayonnements alpha, je crois. Et ce rayonnement provoque le clic dans le compteur Geiger, et le compteur Geiger va ouvrir une fiole de poison qui va tuer le chat. Et donc l'idée, c'est de dire que le chat est intriqué avec l'atome de radium, donc avec un sort qui est interdépendant, et donc le chat se retrouve dans un état superposé, vivant et mort. Sauf que ça n'est pas vrai, en fait, quand on analyse la physique quantique, parce que le chat, c'est un objet macroscopique. Et entre le chat et l'atome de radium, il y a déjà eu un acte de mesure qui a été fait par le fait que le compteur Geiger a détecté une radiation et qu'en plus, il a ouvert une fiole. Tout ça, ce sont deux intermédiaires de physique classique, ce n'est pas de la physique quantique. On est déjà sorti du monde de la physique quantique, donc il n'y a plus de superposition quand le chat est vivant ou mort. Donc en fait, le chat, il est toujours ou vivant ou mort. Il suffit de mettre une caméra dans la boîte pour s'en rendre compte, si on voulait faire l'expérience réellement. En fait, il n'y a pas de superposition à l'échelle macroscopique. Ça ne peut fonctionner qu'à l'échelle nanoscopique. Alors, quand tu dis on pourrait y mettre une caméra, c'est aussi l'idée que, avec notamment le moelleux au chocolat, que finalement, pour savoir, on détruit un peu l'expérience, quoi. Alors voilà, alors la question c'est est-ce qu'une caméra dans une boîte détruirait l'expérience, à savoir la radioactivité de l'atome de radium? On peut supposer que non, parce que la radioactivité d'un atome de radium mis dans une petite boîte est probablement indépendant de la caméra qui va le filmer. En même temps, filmer la mort d'un chat, c'est quand même assez cruel comme expérience théorique. Voilà, on peut le faire avec d'autres objets. Alors, le moelleux au chocolat, vous mettez un moelleux dans le four. On sait que quand on le cuit pendant 10 secondes, il va être bien moelleux. Si vous ne le cuisez pas assez longtemps, il va être tout liquide. Si vous le cuisez trop longtemps, il va être tout dur. Donc, il y a un moment donné où il est vraiment superposé entre cuit et pas cuit. C'est une analogie à la noix. Mais mais en effet, c'est le fait que j'ai mis dans mon livre en anglais. Le fait d'observer nuit à l'expérience. La notion d'observation, elle est liée à un autre principe qui est le principe d'indétermination, qui vient de Werner Heisenberg, qui est un autre scientifique de la même région. Alors, Schrödinger était autrichien, Heisenberg était allemand, et Heisenberg, vers de 1927 ou 26, il a décrit, d'ailleurs avec d'autres personnes, un principe qui est que quand on veut mesurer une grandeur physique à l'échelle nanoscopique, on ne peut pas mesurer deux grandeurs complémentaires avec une précision arbitraire. Donc, soit on mesure la vitesse avec une grande précision, mais on n'aura pas la position, soit le contraire. Et le détournement, je dirais dans le langage courant, consiste à dire qu'un outil de mesure peut influencer la grandeur à mesurer. Et ça, c'est lié à une expérience de pensée qu'on appelle l'expérience du microscope d'Heisenberg, qui veut que si, par exemple, on veut observer un électron, pour l'observer, on est obligé d'envoyer un photon dessus pour le voir. Et le photon qui va voir l'électron, en fait, il va déplacer l'électron. Donc, il va modifier l'état de l'électron qu'on a essayé de mesurer. Donc, c'est ça le principe à l'échelle nanoscopique. C'est vrai dans les sondages. Hein. Oui. Un sondage modifie l'opinion des gens parce que la manière dont on crée les questions va modifier un regard sur un sujet. Voilà. C'est intéressant de remarquer à quel point, en physique, peu importe classique, quantique, souvent les expériences de pensée, en général d'ailleurs, précèdent les validations par l'expérience. Mais je voudrais préciser quand même que l'expérience de pensée de Schrödinger a été très mal interprétée. Parce qu'elle a été interprétée par plein de gens comme étant liée au fait que le chat est mort et vivant en même temps, alors que ce n'est pas vrai. Elle a été mal comprise dans l'esprit de Schrödinger, parce que Schrödinger, en fait, il voulait démontrer par l'absurde que ce qui se passait en physique quantique à l'échelle nanoscopique, en fait, ne se reproduisait pas à l'échelle macroscopique, à l'échelle du chat. Donc, en fait, ça a été... En plus, cette histoire-là, elle est restée obscure pendant plusieurs décennies, et elle a réémergé après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale,
quand la physique quantique est devenue plus Et en populaire. même temps, elle est dans tous les cours de physique aujourd'hui. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle soit enseignée en tant que telle dans les cours de physique, mais elle est utilisée, y compris par les physiciens, mais elle est utilisée comme une image. Ah oui. J'ai une très bonne amie qui est chercheuse, elle a fait sa thèse sur le chat de Schrödinger, mais elle n'a pas fait un chat de Schrödinger qui était un vrai chat, elle a fait un chat de Schrödinger qui était un état superposé de photons, donc à l'échelle quantique. Alors, pour s'approcher progressivement des ordinateurs quantiques, c'est une personne qui a associé ces deux mots-là, l'un venant de la physique et l'autre de l'univers des machines. Je crois que c'est 1981. Quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert, Richard Feynman. Feynman. C'est quand même un prix Nobel. Hein. Il a eu le prix Nobel en 1965. Je ne les connais pas tous, je l'avoue. Mais ce n'est pas lui qui est à l'origine de ça, en fait. C'est aussi une erreur d'interprétation historique. En fait, il y a 3 personnes qui, entre 79 et 81, ont eu l'idée de créer des ordinateurs quantiques. Et en fait, ils ont chacun eu des idées qui étaient un peu complémentaires les unes des autres, qui n'étaient pas tout à fait identiques. En fait, le premier, je crois que c'est Paul Benioff, qui est décédé très récemment d'ailleurs. Paul Benioff, c'était un scientifique américain, je crois, et il a eu l'idée en 79 qu'on puisse créer un ordinateur quantique programmable avec des objets quantiques. Ensuite, il y a eu un russe soviétique à l'époque, parce qu'en 1980, c'était l'Union soviétique, qui s'appelle Yuri Manin, qui est aussi décédé il n'y a pas longtemps, et qui avait eu l'idée, complémentaire à Paul Benioff, mais de l'autre côté du rideau de fer, on va dire, de créer un ordinateur quantique. Et puis Richard Feynman, en fait, c'est le 3e, il est arrivé en 3e, et il a écrit un papier suite à une conférence qu'il a donnée avec le IBM et le MIT donc en 81, je crois que c'était l'été 81, et là, il a exprimé l'idée que en fait, si on voulait simuler numériquement le fonctionnement de la matière quantique, c'est-à-dire les atomes qui interagissent entre eux dans la chimie, par exemple, eh bien, l'un des moyens de le faire, ce serait de le simuler avec d'autres objets quantiques sous forme d'un ordinateur quantique qui reproduirait en fait la physique quantique à bas niveau, mais de manière contrôlée. Mais ce n'était pas la même idée d'ordinateur. L'idée de l'ordinateur de Feynman, c'était des objets quantiques reliés entre eux, qu'on pouvait paramétrer, alors que l'ordinateur quantique de Yuri Manin et de Paul Benioff, c'était plutôt un ordinateur qu'on programme avec des étapes successives, et c'est ce qu'on fait chez IBM aujourd'hui, ou chez Candela, ou chez des sociétés comme Alice & Bob, bientôt, enfin, des boîtes françaises qui sont dans le domaine.